je vous propose aujourd'hui de remonter le temps. Me voici plongé à l'époque de Jules César en pleine Antiquité romaine. Regardez. Se prend pour un dieu, son ego est démesuré. Ah oui, c'est vrai que ton ego à toi est très mesuré, c'est ça Jupiter? Tu n'as juste pas supporté qu'il fasse ériger une statue à son effigie devant le détente. Savez-vous qu'en plus de faire offense à mon temple, Mais rien, faire offense à mon temple. il fait désormais afficher son portrait sur les pièces de monnaie. C'est la place des dieux, non des mortels. Mais Louis Xavier, c'est extraordinaire. Ici, c'est une ellipse à 360 degrés où toute la vie de Jules César est racontée, c'est ça? Effectivement, en fait on a 20 minutes de spectacle dans cet énorme décor de 800 mètres carrés de projection où on raconte vraiment toute la vie de Jules César, vraiment depuis sa naissance jusqu'à sa mort avec toutes les intrigues politiques qu'il y a eu autour de sa vie. Donc on a des acteurs, on a de la vidéoprojection, on a du son, on a des effets lumineux assez impressionnants, on a de la fumée, on a vraiment plein de choses. C'est ultra immersif et là, au plafond, je vois qu'il y a plein de projecteurs. Quelle est la technologie utilisée pour offrir ce rendu? Alors en fait on a des projecteurs qui sont en laser 4K, donc c'est vraiment de la toute dernière génération. C'est vraiment une salle qui est assez unique, même dans le monde, hein, je veux le dire, avec autant de technologie. Tout ça pour que le public soit vraiment immergé au maximum dans l'histoire. J'adore faire ça. Et j'étais très saisie aussi par le son. En fait, on a 18 points de son, ce qui est gigantesque pour une salle de cette taille, ce qui fait que si on a envie d'avoir même un oiseau en fait qu'on voit dans la vidéoprojection, on peut l'avoir au centimètre près grâce à cette technologie. On peut faire des sensations physiques, de vibrations qui faisaient vraiment peur. Tu veux dire que le son il est tellement fort que ça fait vibrer le sol? Exactement. Et pour une meilleure immersion encore, on vous propose ici à la Cité de l'Histoire des ateliers où vous allez pouvoir peut-être, je dis bien peut-être, rentrer dans la Légion romaine. Je tente ma chance aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, comment tu t'appelles? Ariane. Oh, Ariane, ça fait pas très romain. Appia, c'est mieux? Appia. Appia, c'est pas mal. Plutôt grec, Très Ariane. bien. Combien j'ai de doigts? 2. Ah bah, très bien, parfait. Une très bonne vue. Archer. Archer, ça me semble bien. Allez, on passe à l'entraînement. Oula, ça En rigole avant. plus. Alors, tu vas prendre un glaive et un bouclier. Oui. Position en garde. Bouclier à hauteur des yeux, genoux en avant, glaive derrière le bouclier. Attaque haute, on baisse le bouclier, on attaque par le haut. Impressionnant. Attaque sur le côté. Allez, aussi, impressionnant. Mais c'est assez impressionnant. Non, on ne frappe pas son instructeur. Bon, on passe en position tortue. On a un bouclier devant et un bouclier au-dessus. C'est super lourd. Ah bah oui, mais ça l'était même plus à l'époque. Ah d'accord. Alors allez, le bouclier en avant, bouclier par le dessus et on se baisse. Ouais. Voilà, et là on est complètement défendu. Hein. D'accord. Ah, mais attends, si jamais il y a une épée là qui arrive qui me donne des coups dans Ah bah, les j'ai yeux. juste à passer devant et comme ça t'es protégé. Puis de toute façon, ça te concernera pas vraiment puisque tu es une archère maintenant. Oui, oui. Panem et circenses, voilà une devise qu'on retrouve au temps romain, du pain et des jeux, voilà ce que ça veut dire. Pourquoi c'était si important? Effectivement, on voit des gladiateurs partout là autour de moi. C'est important parce que Rome étant une société avec une très grande abondance, il y a aussi beaucoup de gens qui sont inoccupés, ce qu'on pourrait appeler les chômeurs aujourd'hui, dans l'enceinte même de Rome. D'accord. Donc il faut leur trouver des activités, il faut s'occuper d'eux, donc on leur donne du pain et surtout, circenses, les jeux. Donc on va construire d'énormes complexes pour leur montrer les plus grandes compétitions sportives de l'époque. Je ne sais pas là si je dois être séduite ou terrorisée, je suis entourée de beaux et vaillants gladiateurs, mais c'était une boucherie dans l'arène à cette époque-là, non? Eh bien en fait pas tant que ça, parce que le gladiateur est un sportif avant tout, et un Ouais. sportif qui vaut très cher. Donc l'image qu'on a de la gladiature, ils vont mourir sur le sable, pas du tout. Les combats à mort c'est très rare. Ah d'accord. C'est plutôt en fait comme du catch, il y a des combats qui sont scénarisés, il y en a d'autres on organise entre les grandes stars, et on s'arrête au premier sang, à la première blessure, à la soumission, comme du sport de combat aujourd'hui. Ah mais petits joueurs en fait les gladiateurs. Tu vois Ariane, l'amphithéâtre ne servait pas qu'à la gladiature, il servait également à donner des représentations théâtrales. Ah, le théâtre, mais à cette époque-là, je l'imagine bien différent de celui d'aujourd'hui, non? Eh bien oui et non, parce que évidemment on a tout un tas d'accoutrements qui n'existent plus vraiment aujourd'hui, comme Les les masques, masques hein, qu'on surtout, voit ouais, ouais. ici, mais qui perdurent quand même jusqu'au Ouais. XVIe siècle avec la Commedia dell'arte. Pourquoi on l'utilisait? C'était pour renforcer une émotion? Oui, il renforce une émotion de joie, de colère, de tristesse. Et surtout, le théâtre romain, il a énormément influencé le théâtre plus moderne, le classique, notamment Molière. La pièce L'Avare, Oui. à l'origine, elle est tirée de la pièce de Plaute qui s'appelle La Aulularia. À mes côtés, Jules César. Évidemment, l'exposition lui est entièrement dédiée ici à la Cité de l'Histoire, mais qui était-il? Est-ce que c'était un horrible tortionnaire? Est-ce que c'était quelqu'un de bon pour son peuple? Qui était-il, gentil ou méchant?
César, c'est compliqué, comme tous les grands personnages historiques. César, c'est à la fois, non pas un empereur déjà, et un dictateur, mais c'est aussi un homme particulièrement intelligent, qui a fait très attention à son image, qui a été très aimé. Il a fait beaucoup de grandes réformes à Rome qui ont été appréciées, du peuple et un petit peu moins des élites à l'époque. Mais au niveau caractère, il était comment? Eh bien, c'est à la fois un idéaliste et à la fois un égocentrique. D'accord. C'est un homme qui, quand il a 30 ans, passe devant une statue d'Alexandre le Grand et se met à pleurer devant parce qu'il n'a pas conquis le monde comme Alexandre. Ah oui, oula, oui quand même. D'accord. Et tu m'as dit que c'est un grand dictateur surtout. À l'époque, un dictateur, en fait, c'est un poste qui est prévu par l'administration romaine en cas de problème. Le Sénat peut désigner quelqu'un qui devient dictateur, qui réunit énormément de pouvoir, mais lui pendant normalement un temps limité. Et le problème de César, ce qui fait qu'il va rappeler les rois, c'est qu'il la demande pour un temps illimité. Ah, c'est pas bien. Ça n'est pas bien, mais il a quand même une certaine importance, surtout pour nous Français, puisque c'est lui le conquérant de la Gaule. Et alors, malgré le fait qu'il fasse une guerre qui soit très difficile, très sale, on parle quand même jusqu'à 1 million de morts de toute la Gaule, c'est lui qui, en fait, amène la romanité en Gaule et qui vient marier ce qu'on va appeler l'esprit gaulois avec le génie romain et créer peut-être les premiers ferments de ce qui va être plus tard la France. Ici, on a la représentation de ce qui se passe dans un amphithéâtre à l'époque gallo-romaine, puisque le but de ce mur interactif, c'est de présenter un peu l'urbanisme romain, donc la manière qu'ils ont en fait de construire, de modeler et d'habiter l'espace et de le gérer. Là par exemple, ce sont les thermes, c'est ça? Exactement, les thermes qui sont un peu des piscines municipales version luxe à Rome, et donc ici dans cette ville gallo-romaine, qui sont des symboles vraiment de puissance pour les villes. En fait, pourquoi avoir mis ces 3 époques-là et qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, c'est pour montrer un peu l'évolution d'un même endroit à différentes époques. Ah, ça veut dire que là, cet endroit-là, eh bien au Moyen-Âge, ça va carrément se fortifier en fait. Exactement, c'est ça. Et on voit comme ça les grandes différences, mais aussi ce qui reste un petit peu pareil. Et à la Belle Époque, par exemple, qu'est-ce qui pourrait subsister de la période antique? Eh ben, pas grand-chose, mais voilà, les ponts. on est d'accord. En face de moi, nous avons une frise qui nous parle de Rome. Et oui, Ariane, 60 dates en tout sur l'histoire de l'Empire romain, réparties en 5 thèmes. Donc Rome et l'architecture, Rome, la démographie et l'économie, Rome et la religion, Rome la conquérante évidemment, et enfin Rome et la politique. Quand est-ce qu'a été fondée Rome? Eh bien le 21 avril 753 avant Jésus-Christ. Ah, il est très très fort. Et quand est-ce qu'elle est tombée? 476, je m'en rappelle ça. Eh ben c'est très bien. Et j'ai pas triché. Par contre, les autres dates, tu me poses pas parce que je saurais pas. Mais vous pourriez apprendre ici. Et d'ailleurs, petite anecdote insolite, parce qu'on en a une ou deux ici. En 91, Domitien a interdit aux Gaulois le fait de faire du vin, de peur que leur vin trop bon. Ils sont fous ces Romains. De peur que leur vin trop bon, en fait, ne déstabilise l'économie de toute l'économie viticole romaine. 2 siècles après, les Romains ont tellement de déchets d'amphores qu'ils font une colline avec, qui est la 8e colline de Rome, le Monte Testaccio aujourd'hui, qui existe encore. 40 mètres de haut, 300 mètres d'en bas. L'Empire romain est la première société de consommation au monde. On produit plus d'une dizaine de millions d'amphores chaque année, et on n'utilise qu'une fois, puisqu'il est plus simple d'en produire que de les nettoyer. Et donc au bout d'un moment, il y a un problème de gestion des déchets. Ici, c'est une salle qui permet de regarder par les cartes l'histoire de Rome. Donc depuis la petite cité qu'elle a été en Italie, au milieu de tout un tas de peuples, des Celtes, des Cimériens, des Grecs, des Berbères, jusqu'à sa chute. Il y a quand même cette époque-là où l'Empire romain recouvre toute la carte presque. Hein, exactement, c'est l'apogée de l'Empire romain, des plus grands empires et des plus durables que l'histoire ait connus. Et donc, à chaque fois, on va y poser quelques petits personnages pour donner quelques petites infos sur des grands territoires, comment est-ce que les cités sont romanisées, les grands personnages. Cette expérience autour de Jules César, elle est ouverte à tous pendant combien de temps exactement? Alors elle est ouverte jusqu'à la rentrée scolaire en septembre. Elle est ouverte du mercredi au dimanche. L'entrée, elle est entre 18 et 23 €, mais si vous venez en famille, ça peut peut-être un peu moins cher. C'est à partir de quel âge que ça peut nous intéresser? C'est souvent à partir de 5 ans, 4-5 ans je dirais, que ça commence à avoir un niveau de lecture vraiment intéressant pour les enfants. Depuis le lancement de la Cité de l'Histoire, c'est à peu près 300 000 personnes qui sont venues. Et depuis le lancement de l'exposition sur César, on est à peu près sur 30 000 personnes qui sont venues depuis mi-décembre. Et bonne nouvelle, la Cité de l'Histoire vous réserve encore de multiples surprises. Vous allez pouvoir traverser le temps encore plus à travers toute l'histoire de France. Alors à vous de tester et de venir pour vous amuser parce que toutes les expériences sont immersives ici. À vous!